je vais y aller. Adrien Morenas, donc des- j'appartiens à cette commission. Deux choses, j'ai eu l'occasion de vous auditionner, Monsieur Chaunet, dans le cadre de mon rapport avec Direct Énergie, et j'aurais aimé que vous nous fassiez un point de situation sur l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques, peut-être, et l'importance que ça va avoir de pouvoir gérer aussi cette filière amont-aval, ou pas, justement, afin que nous puissions avoir les idées un peu plus claires. J'aurais aimé savoir, pour l'ensemble des acteurs ici présents aujourd'hui, ce qu'ils attendaient de notre PPE. Et des grandes. Hein. Oui, enfin de la PPE, si vous préférez, Madame la Présidente. Et juste pour Monsieur Chaplet, j'ai pas une question, mais c'est un constat. Donc, j'ai bien compris que vous faisiez du solaire dans le Nord et que vous demandiez, parce que vous produisiez 30% de moins que le sud de la France, en fait, qu'il y ait une différence entre le tarif de vente. Moi, la seule question que je peux me poser, et c'est pas, c'est est-ce que l'énergie aujourd'hui solaire dans ce type de département, bien que ce soit fait en Belgique et comme vous l'avez expliqué, soit la meilleure stratégie d'énergie renouvelable sur ces territoires? Voilà, Madame la Présidente, les quelques questions que je pouvais avoir. Je vous remercie. Je je vais peut-être vous répondre par rapport notamment à votre question sur le photovoltaïque dans le Nord est-elle une bonne stratégie ENR. Surtout si on se focalise sur la question du prix. Et je vais vous donner un exemple qui sera très représentatif. Aujourd'hui, la SEM a un projet de centrale photovoltaïque au sol sur un site dégradé de 4 hectares, à peu près 4 mégawatts crête. Le coût de revient est d'environ 70 € du mégawatt heure. Ce qui ne le rend pas compétitif dans le cadre de l'appel d'offres de la Creux, mais qui est compétitif par rapport à une installation éolienne de même puissance, qui bénéficie d'un tarif de 74 € du mégawattheure, qui est compétitif par rapport à de la méthanisation, qui en cogénération voit son électricité rachetée entre 150 et 200 € du mégawattheure, est compétitif par rapport à l'hydro aussi. Et donc, globalement, le photovoltaïque, même dans le nord de la France, est une énergie compétitive. Simplement, le fait que l'on sectorise et que l'on lance des appels d'offres uniquement sur la filière photovoltaïque et globalisée à l'ensemble du territoire national fait que des projets de cette taille-là ne peuvent pas toucher un tarif d'achat, alors que comparativement aux autres filières, elles sont compétitives. Donc, ma réponse est oui. C'est une bonne stratégie que de faire du photovoltaïque, qui est aujourd'hui une des ENR les plus compétitives, mais qui est, de par ce système d'appel d'offres, limité au sud de la France. Pour les autres questions, Non, mais faut juste rappeler quand même que Linky, la personne qui gère Linky n'est pas présente aujourd'hui pour cette audition, c'est Enedis, déjà. Et après, oui, voilà, mais juste préciser ça parce que ce sont les concurrents qui vont nous répondre, donc juste apporter ce type de précision. Voilà. Bien évidemment. Et du coup, j'aurais une autre question, puisqu'on y est. Pourrez-vous nous expliquer ce qu'est le fonctionnement par plaque de ce compteur? Voilà, je vous remercie. Peut-être un retour d'expérience qui peut être intéressant justement pour comprendre pourquoi le GPL n'a pas marché sur la conversion au bioéthanol. Aujourd'hui, vous achetez une voiture neuve en bioéthanol, vous n'avez pas de prime de conversion, et si jamais vous convertissez votre véhicule, vous perdez la garantie. Et c'est à peu près la même chose. Et à l'époque, chez les grandes marques françaises, ne maintenaient pas la garantie si on installait le GPL, puisque eux n'installaient pas le GPL sur leur véhicule. Voilà le point que je voulais faire. C'est pour ça qu'on est sur des véhicules constructeurs. Enfin, on parle de véhicules neufs surtout, même si cette conversion, en effet, elle est possible. Il y a cette notion de garantie qui est un point. Mais nous, on axe principalement le potentiel du développement sur de la vente de véhicules neufs. Alors après, il y a 16 millions de véhicules essence qui peuvent être transformés au gaz, sur donc des véhicules qui roulent, qui émettent X% de CO2. Vous les passez au gaz, ils vont tout de suite, immédiatement, faire 20% de moins. C'est physique entre le pétrole et le gaz. Maintenant, il y a ces questions de garantie, mais
En 2008, quand sous le ministère Borloo, quand le système bonus écologique a été mis en place, il y avait un bonus assez élevé, qui était trop élevé à mon goût. C'était 2 000 € qui étaient donnés pour des acquisitions de véhicules GPL. Il s'est vendu 100 000 véhicules GPL en 2 ans. Donc, ce qui veut dire que, quand on sait parler aux gens, quand on fait un peu de marketing, quand les constructeurs font du marketing autour de ça et qu'ils ont, eux, en tant que constructeurs, un intérêt à vendre ce type de véhicule, ils vont le faire. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément l'intérêt. Ils vendaient des véhicules gazole, un véhicule diesel, c'est un véhicule qui se vend plus cher qu'un véhicule GPL. Donc, quand vous raisonnez en marge brute, pour le constructeur, il est plus intéressant de vendre des véhicules diesel que de vendre des véhicules au gaz ou des véhicules essence. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de demandes de véhicules diesel. Donc, les constructeurs ont l'obligation d'essayer de trouver des solutions, l'électrique, l'hybride et le gaz.